Bonjour, désolé pour ce petit souci technique, ça arrive, on a eu un petit souci lié à Internet, on est revenu, on espère vraiment que ça va marcher. Donc je ne vais pas vous réexpliquer encore une fois, tout reprendre depuis le début, simplement vous dire que c'est un live qui s'adresse à la fois aux troisièmes et à la fois aux premières, parce que c'est les figures de style, donc vous aurez à revoir. On aura des compléments pour les premières, mais Maureen ici présente va vous expliquer ça plus en détail. On vous raffichera la liste aussi de tous nos réseaux sociaux où vous pouvez nous voir. On vous met des sondages sur des révisions ainsi que des vidéos pour vous faire marrer. N'hésitez pas du coup à commenter, c'est un système donc, de quiz, 20 questions, de commenter directement les bonnes réponses ou voir les mauvaises, tentez votre chance, on essayera de nommer les plus rapides. Voilà, et n'hésitez pas à poser vos questions à Maureen, à savoir qui ont rapport sur le brevet et sur le bac. Et oui, parce qu'en fait, quand on étudie un texte, on va regarder un petit peu les effets de style qu'on a. Et ça va aussi bien toucher les troisièmes que les premières. Mais il est vrai que des fois, en fait, surtout dans les propositions... non, en général, des fois, il y aura quelque chose qui touche plus aux premières. Donc, on demandera à ceux du brevet d'être un petit peu patients quand ça paraîtra trop dur. Et moi, je repréciserai bien celles qu'il faut connaître absolument pour le brevet. Et quand on aura quelque chose qui concerne plus le bac, je dirais bien au brevet, vous inquiétez pas si vous connaissez pas ça, c'est parce que c'est plus bac. Parfait. Okay, ça te paraît bien? Oui, moi ça me paraît pas mal, moi j'ai compris. Allez, on t'a affiché la première question. Allez, oui, on y va. Alors, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans ces vers? Te regardant assise auprès de ta cousine, belle comme une aurore, et toi comme un soleil, de Sonnet pour Hélène de Ronsard. Est-ce qu'on sera face à une comparaison, une hyperbole, un euphémisme ou une épiphore? Ça t'évoque des choses? Pas du tout, pas du tout. Alors moi je vais avoir beaucoup de mal parce que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est français comme ça. D'ailleurs, je rappelle qu'on a un live de dictée pour vous, troisième, mardi à 17 ou 18 h. J'aurais dit 18 h. 18 h, il me semblait bien aussi. Mais il me semble que c'est 18 h. Alors, les premières réponses tombent et elles sont... Je te décale même l'ordinateur pour que tu puisses aussi voir les commentaires. Ah, super. Alors, pour le moment, c'est une exclusivité de réponse A, à savoir la comparaison. Bravo. C'est bien ça. Bon, on commence, c'est vrai, il faut l'admettre un petit peu par le plus facile. Je pense pas que ça vaille la peine qu'on fasse un grand commentaire. Il y a quand même le com qui nous indique bien qu'on est face à la comparaison. Juste si les élèves veulent nous demander en question s'ils ne connaissent pas un des autres termes qu'on avait mis dans les propositions. Sinon, je propose qu'on passe à la suite. Allez, on peut passer à la deuxième. Alors, la deuxième, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans ces lignes? De toute façon, ça va toujours être cette question, plus ou moins. Hélas, mon pauvre argent, on m'a privé de toi. Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre, de l'avare de Molière. Est-ce qu'on est face à une hyperbole, une antanaclase, une métaphore ou une antiphrase? Donc, on a des propositions bien variées. Oui. Alors, tiens, Zoé te demande, c'est quoi un euphémisme? Alors, un euphémisme, c'est une amélioration de la réalité. Donc, par exemple, il y a des termes qu'on va dire qui relèvent de l'euphémisme. On a sorti dans le vocabulaire, par exemple, de la profession technicienne, technicien de surface, pour améliorer par rapport à femme de ménage. Ah oui, tout à fait. Donc ça sera un euphémisme, par exemple. Tout ce qui sera amélioration de la réalité sera rangé du côté de l'euphémisme. Très bien, donc là on voit à peu près les réponses, donc il y a quand même pas mal de A qui en ressortent, mais sinon la D, l'antiphrase revient aussi régulièrement. Un peu différent, donc Alors question de Sophia, tu nous dis c'est quoi une antanaclase? Alors, la réponse B. Ouais, alors une antanaclase, ça va par exemple être le cœur a ses raisons que la raison ignore, qui me semble qui a été écrit par Pascal. Donc c'est quand on va utiliser un mot mais on va l'utiliser selon ces deux sens différents. Des fois, on peut avoir des mots qui vont avoir plusieurs sens. Donc, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ses raisons, donc ses motivations que la raison, en gros l'esprit raisonné, possède. Donc ça sera une antanaclase. Ok. Alors, du coup, la bonne réponse, on nous l'a affiché, c'était une hyperbole.
Oui, alors par rapport à l'antiphrase, l'antiphrase va consister à dire le contraire de ce qu'on pense. Donc ici, en fait, on est sur de l'hyperbole parce que le personnage est en train de dire que plus ou moins c'est la fin de sa vie et du monde. C'est toujours l'exagération de l'extrême. Il faut penser à hyper, on pense à hypermarché, ces choses-là, c'est gros. Chérie. Donc on est face à de l'hyperbole ici. Ok, ça je m'en rappelais. Alors, question numéro 3. Alors, toujours, quelle figure de style on a ici? C'est obscur, clarté qui tombe des étoiles, très connu du Cid de Corneille. Est-ce qu'on est face à une antithèse, oxymore, périphrase ou catachrèse? Exactement. Alors, on vous laisse un petit temps pour répondre. Alors, autre exemple, l'euphémisme. Il nous a quittés égale il est mort. Il nous a quittés, il est mort. Ben oui, c'est ce que j'ai dit, amélioration de la réalité. Quand ici, ça va être difficile d'annoncer, que ce soit un enfant ou n'importe qui, que quelqu'un est décédé. On peut même considérer que dire que quelqu'un est décédé, c'est déjà un euphémisme. Certains linguistes disent, parce que c'est une façon d'améliorer un petit peu les choses, quoi. Ici, il nous a quittés, c'est pour que ça soit moins brutal de dire que quelqu'un est mort. Donc, très bon exemple, merci. Ouais. C'était... Secret Dreamer. Eh bien, très bien, Secret Dreamer. Alors, Zoé, tu te demandes, c'est quoi un oxymore? Alors, oxymore, c'est quand on va avoir dans un même syntaxe, dans un même groupe nominal, deux termes contradictoires. Okay. Donc, qui est au niveau du sens qui s'oppose. Donc, ça va nous donner, je pense, une piste assez importante par rapport à notre, à notre réponse. Donc, je pense qu'on peut lancer la réponse. On peut lancer la réponse. Voilà, c'est ça. C'était donc l'oxymore. Ici, on est bien face à l'obscur clarté. C'est contradictoire. C'est au sein d'un même groupe. Vous voyez ici, même groupe nominal, 7 déterminants obscur adjectif, clarté non. Donc, on est bien face à de l'oxymore. Parfait. On peut passer à la 4e question. C'est bon. Ah oui. Quelle est la figure de style? Donc on le retrouve dans ces vers. Tout en se faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte d'un mouvement vif. De On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, un super poème je trouve, de Rimbaud. Est-ce qu'on est face à de l'assonance, de l'allitération, des rimes ou un polyptote? Donc... je pense qu'il y aura peut-être un terme ici qui va être un petit peu étranger peut-être aux élèves, et aussi bien aux troisièmes qu'aux premières peut-être, ça dépend un peu du niveau de tout à chacun. Mais ici, les troisièmes par exemple, ne vous inquiétez pas si vous voyez un terme qui vous paraît un petit peu bizarre. Tiens, on en revient en rapport avec l'oxymore. Momogine qui demande en exemple, il y a aussi un mort-vivant, non? Un mort-vivant pour l'oxymore, oui, c'est vrai. Ça marche? Oui, mais du coup, c'est entré dans le langage courant, donc on parlera plus d'oxymore. Mais en effet, tout à fait, très, très bien vu. J'en connais aucune de ces figures de style, nous dit Camille. Eh bien Camille, c'est le moment de les découvrir. Donc ça va. Beaucoup nous parlent de la réponse B, l'allitération. Alors, la B revient énormément. Tu te souviens, toi, de ce que c'est une allitération? Du tout. Alors, oui, une allitération, c'est quand on va... En fait, que ça soit l'assonance ou l'allitération, on va être sur une répétition de son. Donc, on va retrouver beaucoup en poésie, comme ici. L'allitération sera la répétition d'une consonne, tandis que l'assonance d'une voyelle. J'attire juste l'attention sur le fait que, par exemple, si on a une répétition d'un son en un, en, etc., c'est ce qu'on appelle des voyelles nasales. Parce que souvent, tu vois, en, ça s'écrit AN, et les élèves se disent, mais là, j'ai une consonne et j'ai une voyelle. Donc, je suis face à de l'allitération ou de l'assonance. On va considérer que c'est une voyelle nasale, c'est-à-dire prononcée par le nez. Donc, on sera bien face à de l'assonance. Et ici, vu qu'on est face à une répétition du T, tout en faisant trotter ses petites bottines, on est bien face à une allitération dont le but ici est d'imiter justement le bruit des talons des trottines. Tout à fait. Trotter. D'accord. On appelle ça de l'harmonie imitative d'ailleurs, le fait d'imiter un son pour reproduire. De l'harmonie imitative. Imitative. Voilà, si on veut se la péter dans notre complément d'information. Allez, on passe à la question numéro 5. Alors ici, on a de chez Victor Hugo, la mort est aigle et la vie est vautour. Donc, est-ce qu'on sera face à un parallélisme, une prétérition, de l'emphase ou un chiasme?
Ça, normalement, je dirais, c'est accessible pour tout le monde. À la fois brevet, bac. On aura peut-être des élèves de prépa qui seront intéressés par tout ça. Alors, Samantha nous propose le chiasme. What, polyptote, j'ai jamais appris ça, je suis en 3e. Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la question, j'ai dit il y a un terme qui sera peut-être un petit peu étranger au 3e. Oui. Je parlais bien du polyptote. D'accord. Qui, des fois, en fait, même c'est un terme, pour les premières, c'est bien de le savoir, mais c'est pas quelque chose qu'on retrouvera souvent. C'est quand on va utiliser un même verbe et on va le décliner sous différentes formes verbales. Donc, par exemple, je meurs, je suis morte, je mourus. Donc, on est face à un même verbe dans une même phrase, mais qu'on décline à différents temps, par exemple. Donc ça, c'est du polyptote. Mais les 3e, c'est très, très logique que ça ne vous parle pas. Donc, pas de panique. Alors, Zoé, je connais aucune de ces propositions. Moi non plus, ça peut te rassurer. Alors, la plupart, enfin quasiment à l'unanimité, nous répondent quand même la réponse A, à savoir le parallélisme. Eh ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Bien. C'est pas très compliqué. Hein. Quand on fait un parallèle entre deux choses, c'est qu'il y a des similitudes. Oui. Ici, si on regarde, on a le verbe être qui apparaît 2 fois et autour de ce verbe être, on aura un sujet composé d'un déterminant plus un nom et ensuite un attribut du sujet, aigle, vautour. Donc ici, on n'est pas face vraiment à une étude du sens, sinon de la forme. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a un parallélisme de construction, c'est-à-dire les deux segments de la phrase se ressemblent extrêmement. Oui, tout à fait. Oui, il y a la même structure. Exactement. Allez, question 6. Alors, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie des yeux d'Elsa d'Aragon, on a oublié la source. Donc, personnification, chiasme, périphrase ou encore une fois ce fameux polyptote. Parfait. Marine nous dit par rapport au parallélisme, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Ça marche ? Je t'aime et je t'aimerais. Alors oui, on est face à un parallélisme de construction parce qu'on a bien un sujet et un verbe, mais ici, c'est pas tant le parallélisme à moment qui m'intéresse, sinon ce qu'on a dit, qu'on va avoir un verbe qui est décliné à différents temps verbal. Donc on est dans ce que je disais, le polyptote. Parce qu'en fait, un parallélisme, moi là j'en ai mis un simple en pensant un petit peu au 3e, mais c'est plus intéressant quand il est travaillé. Ici, si on a juste une répétition de sujet plus verbe, c'est moins intéressant. Et puis ici, on a le même verbe, c'est ça qui nous intéresse plus que la construction en soi. Donc on partira plus sur du polyptote. Alors, on a quelques réponses C, à savoir la périphrase, mais la personnification reviendrait le plus. Alors, on est face à quoi? Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Alors, de la personnification, tu aurais peut-être une idée, toi? Pourquoi c'est ça, plus qu'autre chose? On personnalise... Ah non, bah non. Si, on personnalise quelque chose qui n'est pas humain ou animal, à savoir le ciel. On dira plus personnifie. Ouais. Donc en effet, ici, on va donner au ciel la caractéristique d'être jaloux, puisque c'est les yeux qui vont rendre jaloux le ciel. Le ciel, comme tu disais, c'est un non-humain. Et ici, on va l'humaniser, lui donner un caractère animé. Donc on va le personnifier. Et donc c'est une personnification, tout simplement. C'est quand on va donner des caractères humains à quelque chose qui ne l'est pas. Très bien. Et on peut passer à la question numéro 7. Alors, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Très connu de Verlaine. Est-ce qu'on est face à une assonance, une allitération, une hypotypose ou une épiphore? Donc là, il est très logique qu'il y ait aussi des termes qui ne parlent pas au 3e. Ça ne veut pas dire qu'il faut skipper forcément la question. Non, non, tout à fait. Mais pas de panique si c'est le cas. Donc, alors... Qu'est-ce qui te paraît, toi? Je pense que j'ai donné une info tout à l'heure qui pouvait aider un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut le temps de bien regarder le vers. Je vous invite à le lire à la maison. Ouais. Parce que je peux le relire d'ailleurs. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Parce que bien évidemment, quand on est dans de la poésie, on sait qu'on aura une alliance entre fond et forme le plus souvent. Donc il faut bien écouter la forme, c'est-à-dire la sonorité des choses. Alors oui, ce live est aussi utile pour le brevet, Saba. Bien sûr, à la base, il est même pour le brevet. Alors après, on a quand même un programme commun avec la première, d'où c'est pour ça qu'on a groupé les deux.
Oui, ce qui est très rassurant parce que vous voyez très bien que ce que vous apprenez en troisième va vous servir en première. Tout à fait. Du coup, voilà, autant faire 2 pierres d'un coup, je pense qu'on dit, en révisant bien pour son brevet et au moins, hop, c'est fait pour le... Morgane te demande, c'est quoi l'hypotypose? Il est un petit peu... il fait peur, hein, celui-là. L'autre fois, on faisait un live de grammaire où on avait des termes un peu lourds aussi, mais celui-là aussi. Alors, l'hypotypose, c'est une description qui sera faite de façon à ce qu'on va avoir l'impression que ça soit vivant. Donc, souvent, on va avoir de l'emphase, ça va être épique. Par exemple, la description, je ne sais pas, d'un champ de bataille, etc. On va pouvoir beaucoup de verbes d'action, etc., qui vont faire que ça va être vivant. On aura presque l'impression d'être face à un tableau qui bouge. Donc ça sera de l'hypotypose. Je l'ai glissé là un peu pour nos premières qui voudraient, comme je le dis, pourquoi pas se la péter dans une copie, mais c'est déjà un bon niveau si on est capable de repérer une hypotypose. Alors, du coup, la bonne réponse, il y a quelques bonnes réponses, à savoir l'assonance. Alors, qu'est-ce que l'assonance? Alors, l'assonance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je me disais que ça pouvait vous aiguiller. C'est une répétition de sons. C'est pour ça que j'ai relu le vers, et un son qui est composé d'une voyelle. Donc ici, on a, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. On a par exemple le « en » qui revient plusieurs fois dans « en » de souvent, étrange et pénétrant. Et ici, on est face bien à une voyelle que j'appelle moi nasale et qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire A plus N. C'est le A qu'on prononce avec le nez. Oui, d'accord. Très bien, et c'est tout à fait, c'était la remarque de... Dumball qui nous dit c'est A car le son en donc la bonne réponse est A car le son en est souvent présent. Bravo à toi. Allez, on passe à la 8e. Alors, Discours de François Hollande. Exactement. Ça fait un petit temps, mais on s'en souvient. Oui, entre le débat d'entre-deux tours, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Est-ce qu'on est face à de l'anaphore, de l'épiphore, de la stichomitie ou de l'allégorie? Est-ce qu'il y a des termes qui te paraissent un peu bizarres? Oui, le C, je pense qu'on va l'avoir en question d'ici peu de temps. Le C, pour le coup, c'est vrai que c'est un terme qui paraît barbare comme ça, mais qui est aussi bien accessible au troisième qu'aux premières, je trouve. Même si c'est vrai que c'est un bon niveau de troisième. Ouais. C'est quelqu'un qui aime bien le français, comme toutes les personnes qui nous suivent là. Exactement. mais voilà, c'est vrai que stichomitie, il fait un peu peur comme ça, mais c'est pas compliqué du tout. Et puis, on voit qu'on a anaphore et épiphore qui se ressemblent un petit peu par rapport à la terminaison. Donc, il faut peut-être choisir entre un des deux. Il n'y a quasiment que des bonnes réponses. Donc, on a beaucoup de A. Exactement, avec l'anaphore. Mais je pense que François Hollande a permis un peu la vulgarisation de cette figure de style. Ouais. Donc ici, comme l'ont bien compris ceux qui ont mis A, on a une répétition d'un syntagme de plusieurs mots en début de phrase, d'une phrase sur l'autre. Donc voilà, ici, moi, président de la République qui revient et qui est revenu je ne sais combien de fois pendant ce discours. Oui, il est revenu quand même plutôt beaucoup de fois. Allez, question 9. Alors, j'ai été boire un verre avec Pierre. Donc ici, on n'est pas face à une citation de texte littéraire. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a zéro figure de style, une métonymie, une personnification ou une allégorie? Est-ce que, justement, vu que ce n'est pas littéraire, on n'en a pas? Ouais. Ou est-ce que c'est un piège? Donc... Est-ce qu'on a des questions justement par rapport à notre stichomitie? Voilà, tu nous disais. Oui, le stichomitie, c'est une répétition de phrases courtes. Voilà, c'est ça. Oui, un enchaînement, une répétition, et on l'utilisera beaucoup dans le théâtre par rapport à des répliques. Donc j'invite à parler plus de répliques quand on parlera du théâtre que de phrases. Alors, Maëlys nous demande, Giscou, c'est un élève ou une personne qui s'occupe de ce site car il répond aux questions. Alors non, c'est Baptiste, qui est une vraie personne et qui n'est pas un élève. Qui n'est plus élève. Qui n'est plus élève, qui s'occupe de vous répondre. C'est quelqu'un qui travaille chez DigiSchool. Il a une grosse barbe, vous verrez. Il faudra qu'on affiche Baptiste une fois. On va mettre Baptiste devant la caméra une fois aussi. Alors, là, vous hésitez beaucoup entre la réponse B et la réponse A, et vous nous demandez qu'est-ce que la métonymie?
Alors, la métonymie va être un glissement de sens. Donc, à partir d'une caractéristique d'un objet, on va définir un peu un autre objet. Donc, par exemple, ça peut être... On a plusieurs types de métonymie et on peut avoir, par exemple, on va parler de la partie pour faire référence au tout. Donc, je vais dire, d'ailleurs, celle-là, c'est une métonymie qu'on appelle synecdoque, parce qu'on a plusieurs types de métonymie. Donc, par exemple, si je veux dire, pour dire que je n'ai plus de maison, je vais dire je n'ai plus de toit, ou je me cherche un toit. Donc, en fait, il y a une sorte de mécanisme du cerveau qui fait qu'on comprend qu'en faisant référence au toit, on ne fait pas référence au toit en soi, mais bien à l'entièreté de la maison. Donc, j'ai pas voulu en dire beaucoup plus parce que voilà, je voulais pas spoiler la réponse. mais c'est ça, ici, on a un glissement sémantique, donc de sens, qui va faire qu'à partir du... Comme on sait que souvent on va boire quelque chose en se servant d'un verre, quand on va proposer d'aller boire un verre, comme on ne sait pas qui va boire du jus de violette, du vin, quoi que ce soit, on va dire le verre pour faire référence en fait à la boisson. Donc, on va inverser le contenant pour le contenu. D'accord. Et Victorine nous dit que c'est sa préférée de figure de style. Ah là là, je vois pas pourquoi, mais... Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire quelle est, vous, votre figure de style. Moi, je partirais plus sur l'hyperbole. J'aime bien en faire des caisses. En faire des caisses, ça peut être une bonne idée. La métonymie, elle est facile à repérer, c'est peut-être pour ça qu'elle... que je l'aimais bien. J'arrive facilement. Allez, question numéro 10. On arrive à la moitié de ce quiz. Alors, tu me plais et va, je ne te hais point. Donc, on a tu me plais qui n'est pas une citation littéraire et après l'autre qui est issu du site de Corneille, encore une fois. On vous demande quel est le point commun entre ces deux énoncés. Est-ce qu'ils parlent tous deux de quelqu'un qui apprécie peu une autre personne? Est-ce qu'on y trouve une litote qui suggère moins pour en dire plus? Est-ce qu'on y trouve un euphémisme qui suggère moins pour en dire plus? Est-ce qu'on y trouve une antiphrase qui dit le contraire de ce que le locuteur pense? Locuteur, c'est celui qui parle. Voilà, donc ici on peut un peu se confondre entre la C et la B. Les deux autres disent quelque chose de tout à fait différent. Un euphémisme, il suggère moins pour en dire plus. Ah, donc c'était Victorine qui nous disait qu'elle aimait bien la métonymie, non? Parce qu'elle dit on s'en sert souvent. Oui. Oui, c'est vrai, dans le langage courant, on s'en sert beaucoup. Donc, bien vu. Mélissa adore l'oxymore. Anna, c'est la métaphore. Moi, j'aime bien l'oxymore aussi. Ça fait, je sais pas, t'associes des choses contraires comme si ça t'est un peu à égal le sens des mots. Allez, on est fou. Alors, quasiment à l'unanimité, vous nous répondez la réponse B. Alors, la réponse B, on y trouve une litote qui suggère moins pour en dire plus. C'est ça. Donc, ici, on a la définition de la litote qui vous est donnée en même temps. Donc, ici, en effet, quand on va dire « tu me plais » à quelqu'un, ou la version, on va dire, plus ancienne du Cid, « va, je ne te hais point », en fait, on est en train de lui dire peut-être qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie vraiment très fort. Donc, on dit « peu » pour en suggérer plus, donc de la litote. Et Baptiste nous dit même, la litote, c'est une atténuation, genre, c'est pas mauvaise truc, ça. Oui, c'est ça, par exemple. Pour dire que ça déchire, voilà. Voilà, exactement. Ou tu as 18 sur 20 et tu vois, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Alors, on est déjà passé à l'autre. Quelle est la figure de style que l'on retrouve dans cette phrase? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. De l'avare de Molière encore. Est-ce qu'on est face à un chiasme, un hypallage, un parallélisme ou une allitération? Donc, on a déjà parlé du parallélisme et de l'allitération. Donc, essayez de vous souvenir de ce qu'on a dit. C'est pas parce qu'on en a déjà parlé que ça ne peut pas revenir. Mais voilà, souvenez-vous un peu. On a encore quelqu'un dont la préférée est l'oxymore. L'oxymore, ouais. Un petit point commun avec moi. Alors, les premières réponses tombent. Alors, dis toujours, il n'y a que sur le live d'Histoire 3e de cet après-midi que j'étais pas là, mais j'ai préparé mon oral de brevet. Eh bien, écoute, n'hésite pas à le regarder en replay. Il est disponible quand tu veux, où tu veux, depuis ton smartphone, ton ordi ou ta tablette. Oui. Alors, donc Baptiste participe même avec vous et propose la A comme beaucoup d'entre vous. Et comme lui dit Monsef, bravo, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est bel et bien le chiasme.
Ah, oui, j'attendais le Oui, petit jet de le couleur petit- que pour je être trouve sûr. non, que je trouve super bien. On a l'impression d'être qui veut gagner des millions, ouais. un truc comme ça. Alors, le Tu auras les 3 chiasme. jokers, t'inquiète pas. Oui, il faudrait qu'on fasse quelque Ouais. chose comme ça. Le chiasme, donc bien, visiblement tout le monde est un peu bien. On est face à une structure en ce qu'on appelle ABBA. Donc en fait, on a soit un mot qui va revenir, soit un jeu de sens, soit une sonorité. Donc ici, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Manger serait notre A, vivre notre B. Donc on a bien A, B, B, A par rapport aux mots dans la façon dont ils reviennent. D'accord. Oui, c'est tout simple. Hein. Oui, tout à fait. Donc oui, Baptiste vous dit, mardi, en fin de journée, on vous fait ensemble une média dictée pour vous aider à réviser au mieux pour être prêt pour le brevet, pour la dictée. Donc bien pour le brevet, parce qu'après, malheureusement, au lycée, on n'en fait plus. Malheureusement, ou pour certains élèves, ils diront heureusement. Mais la dictée, c'est important. Donc, s'il y a des premières qui veulent venir s'entraîner pour ne pas faire de fautes d'orthographe et réviser dans leur copie de français, c'est aussi très utile. Hein. Alors, quelle est... Ah non, c'est bon. Je crois qu'on était déjà passé. Alors, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans cette phrase? Je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe, de chez Flaubert. Quelle est la figure de style? Anticonstitutionnellement, hypallage, parallélisme ou antiphrase? Donc, on a deux fois quelque chose avec anti qui revient. Est-ce qu'il faut aller de ce côté-là ou non? Attends, je suis perdu là. Je n'ai jamais vu un enfant sans penser. Ah oui, c'est là. Oui, je pense qu'à la base, on avait d'autres propositions. Ouais, mais quelqu'un nous demande si la dictée va aussi pour le bac. J'adore ça, mais je suis trop fort. Ben, en fait, l'orthographe va pour toute la vie. Bien sûr. Donc, en soi, continuer de s'intéresser à l'orthographe, c'est toujours bon. Hein. Et je pense qu'il n'y a personne, même des correcteurs, qui sait absolument toutes les règles d'orthographe. Exactement. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, beaucoup nous répondent, hésitent entre la C et la D. La C et la D. Donc le parallélisme, on en a déjà parlé. Je regarde pourquoi on pourrait penser à un parallélisme ici. Je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait vieillard, ni un berceau sans songer à une tombe. Oui, ça doit être par rapport au sans penser, sans songer, mais c'est un peu faible ici pour parler de parallélisme parce qu'on n'a que ça qui se répète. Par exemple, après sans penser, on a qu'il et l'autre, on a la préposition à, donc ça change quand même. Je pense qu'on a eu un petit bug parce que c'est pas l'hypallage. C'est l'antiphrase. C'est ce que tu avais bien... l'antiphrase, l'antithèse. L'antithèse, oui, on a eu un petit bug. Excusez-nous, je n'ai pas compris sur le coup. Je sais que je n'avais pas mis ça à la base. Mais donc ici, en fait, certains l'auront peut-être vu, on est face à une antithèse, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'oxymore. On va mettre des termes qui sont opposés a priori dans le sens et dans la logique, et on va les rapprocher. Donc ici, par exemple, je n'ai jamais vu un enfant sans penser qu'il deviendrait vieillard. Enfant et vieillard, qui sont bien des termes qui, dans leur contenu sémantique, dans la logique, sont éloignés. Et berceau et tombe aussi. Hein. On est vraiment presque face à de l'opposition. Ici, on associe jeunesse et vieillesse, et en effet, c'est plutôt assez contradictoire. Mais on ne les associe pas dans un même groupe nominal, donc on n'est pas face à de l'oxymore. Ok, donc c'était ma fiche était bonne, c'est pour ça que oui, j'avais du mal à suivre. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe un petit peu? Donc on nous fait un petit test comme on fait aux élèves des fois. On switch de questions, du coup on passe à la 13. Alors, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans cette maxime? L'homme est un loup pour l'homme, de Hobbes. Métaphore, comparaison, hyperbole ou personnification? Donc là, c'est bon, on est face aux bonnes propositions. Ah, hein. parfait. Moi, il me semble. Hein. Tiens, il y avait une question j'ai vu passer, qui était personnelle. Marine B, il demande qui est ton auteur préféré? Mon auteur préféré, c'est Camus. Camus, d'accord. Et après, j'aime beaucoup Hugo. Ouais. Et j'aime bien Orwell. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous cherchez la lecture pour la plage cet été, tu pourras nous faire une petite sélection comme ça. Ah ouais, ça pourrait être une idée des fiches de lecture, des propositions de lecture. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'on a de ce on a côté-là? quasiment beaucoup de réponses D, à savoir la personnification. Et petit loup, qui justement, celle-là, elle est pour toi, nous dit réponse A et D. Donc, à savoir la réponse. métaphore et la personnification. Alors, la personnification, je comprends un petit peu le raisonnement, j'y avais pas pensé, mais on a dit que la personnification, c'est quand on allait attribuer à quelque chose de non humain, et même plus souvent plutôt de non animé, un trait humain et animé. Par exemple, je sais pas, un tiroir qui parle, etc. Ici, c'est pas le cas. On n'est pas en train de dire que le loup est animé. On est en train de comparer plus ou moins l'homme au loup. Donc en fait, on est un peu dans l'inverse par rapport à la logique, donc on ne sera pas avec de la personnification. Par contre, on est bien avec de la métaphore, c'est-à-dire que comme je viens de le dire, on va faire une comparaison. L'homme est comme un loup pour l'homme, sauf que la métaphore, c'est une comparaison, plus ou moins, si on la fait aussi logique, sans outil, c'est aussi simple, sans outil comparatif. Donc ici, on n'a pas le comme, qui ferait qu'on serait du côté de la comparaison, donc on est bien du côté de la métaphore. Alors, la grande fan des Kids United qui te demande, est-ce que Orwell a écrit La ferme des animaux? Oui, en effet. Elle l'a étudié cette année en 3e. Ah ben oui, ça revient souvent au programme avec l'apologue, l'argumentation indirecte, etc. Et donc là, c'était donc la métaphore. Exactement. Je pense que c'est plutôt assez clair que la métaphore, on en a partout. Hein. C'est vraiment qu'on aura une comparaison sans outil comparatif. Hein. Ok. Parfait. Allez, on passe à la question 14. Alors, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans cette phrase issue du langage courant? Elle nous a quittés. Justement, quelqu'un l'a cité tout à l'heure en exemple dans le chat. Donc, est-ce qu'on est face à de la litote, de l'euphémisme, de la métonymie ou de la catachrèse? Donc, en fait, si les élèves pouvaient déjà faire du replay et revenir en arrière, ils auraient déjà la réponse. Mais vous pouvez, mais vous allez perdre le... Ah, ils peuvent. Oui. Oui, bon, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Essayez de réfléchir là tout de suite. Donc, on a déjà parlé de la métonymie, de l'euphémisme et de la litote dans ce live. On n'a juste pas parlé de la catachrèse, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a qui on nous dit du B? On a quasiment à l'unanimité du B. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas là tout de suite. Donc, en effet, amélioration de la réalité, plutôt que de dire frontalement que quelqu'un est mort ou décédé, que certains considèrent déjà comme un euphémisme. On dit que quelqu'un est parti ou nous a quittés, etc. Donc, amélioration de la réalité, euphémisme. Alors, Tilou te demande, c'est quoi catachrèse? Alors, la catachrèse, c'est normal. Et ça, par exemple, si c'est quelqu'un de 3e, c'est normal que ça ne vous parle pas. Et on est face à du bon niveau de première aussi. La catachrèse, c'est une métaphore qui est entrée dans le langage courant. Donc, par exemple, quand on va parler du pied d'une table, on fait un lien sémantique entre le bout de la table qui serait semblable, qui serait comme un pied. Et c'est entré dans le langage courant, donc on est face à de la catachrèse. Allez, on passe du coup à la question numéro 15, encore 6 questions. Voilà, et là on n'a pas de citation. Quelle est la figure de style équivalente au flashback? Donc le flashback, peut-être que tu peux expliquer, toi? Le flashback, c'est... Ouais, mais je donne la réponse du coup. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas... Non, ou alors, je sais pas. On peut expliquer autrement. Non, si je disais ça, au cas où les élèves seraient perdus face à ce qu'est un flashback. Un flashback, c'est un changement de temps, soit en avant ou en arrière, et on y revient régulièrement, on change dans le temps. J'aurais dit qu'en arrière, tu vois, flashback et flash forward. Je vois Thomas qui me dit que j'ai raison. Ah, pardon. Genre Retour vers le futur, c'est que du flashback. Retour, parce qu'il va... Le film, il va dans le passé, dans le 1. Ah, dans le 1, oui, tu vas me perdre. Non, du coup, voilà, quand on retourne dans le passé, au cinéma, on appellera ça du flashback. Et quand on va faire une anticipation, on appellera ça du flash forward. Donc ici, en littérature, on peut avoir le même principe. Quelqu'un qui va, par exemple, raconter un souvenir ou une anecdote, etc. Donc, est-ce que ce flashback, en littérature, c'est de la prolepse, de l'analepse, de l'ellipse ou de la macrolecture? De la même façon, ici, s'il y a un terme qui paraît inconnu aux élèves, c'est tout à fait logique. Non, ça a l'air d'être plutôt bien assimilé parce que beaucoup nous ont répondu justement l'analepse. Très bien, exactement. Bravo. Donc, il n'y a rien de plus à dire, hein, c'est tout simple. Et ça aurait pas pu être une ellipse aussi?
la différence Alors, entre les deux? L'ellipse, c'est quand on va passer sous silence quelque chose. Vraiment, l'ellipse, c'est quand tu retires quelque chose. D'accord. Donc, on peut avoir de l'ellipse grammaticale. Des fois, pour faire un effet de style, on va retirer un mot, etc. Mais là, on est face à de l'ellipse narrative. Donc, on va passer sous silence toute une période de la narration. D'accord, ok. Allez, on passe à la question numéro 16 avec un texte de Molière issu de l'Avare. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Quelle est la figure de style? Énumération, graduation, dérivation, euphémisme. Donc, ici, d'ailleurs, je suis en train de me dire... Je suis en train de me dire que graduation, je pense qu'il y a pas de U. Voilà, il n'y avait pas de C'est U. Gradation. Parce que la figure de style graduation, elle n'existe pas. Non, c'est de la physique, des maths. J'étais là en train de me dire, on est en train d'essayer de m'embrouiller, moi, la littéraire que je suis. Alors, tiens, Jordi te pose une question. Que veut dire macro-lecture? Oui, bah alors voilà, macro-lecture, c'est pour ça que je disais que c'était peut-être le terme inconnu. C'est pas une figure de style. Hein. C'est quand on va, par exemple, étudier une œuvre, on peut le faire sous un angle macro ou micro. Donc, par exemple, micro, je vais choisir une thématique et étudier toute mon œuvre. Micro, c'est-à-dire selon une chose plus petite, hein, comme microscopique, etc. Ouais. Et je vais étudier toute mon œuvre selon cet angle d'attaque micro. Macro, c'est quand je vais la prendre plus dans sa globalité. Alors, vous avez été nombreux à donner la bonne réponse et à nous reprendre sur la petite faute de frappe, parce que nous aussi, ça nous arrive. La dictée de mardi va nous faire le plus grand bien à tous. Ah, mais la faute de frappe, c'est pas pareil. Oui. Non, et donc, la gradation. La gradation, en effet, voilà. Donc, la gradation prend souvent une forme d'énumération. Donc, il y a des choses qui suivent, sauf qu'on va aller crescendo, on va monter par rapport au sens et à un petit peu la puissance des mots. Donc, la personne, d'abord ici, dit qu'elle est en train de mourir. Après, finalement, elle est morte et finalement, elle est déjà enterrée. Donc, on est bien monté par rapport au processus de la mort. Allez, question 17. Alors, quel est le principe narratif que l'on retrouve dans cet énoncé? Il alla à l'école, 10 ans plus tard, il avait obtenu son diplôme. Et on a « je me meurs, je suis mort et je suis enterré » qui est revenu de l'Avare de Molière. On le retire. C'était notre question d'avant. Donc, est-ce qu'on est face à de l'ellipse grammaticale, de l'ellipse narrative, de la prolepse ou de l'analepse? Donc, on a déjà parlé de l'analepse. On a déjà, parce que tu m'avais posé la question, parlé des ellipses. Oui. Donc, je pense qu'ici, peut-être les élèves, soit par déduction, soit par connaissance propre, peuvent déjà comprendre un petit peu l'enjeu de la question. Marine te demande si tu es professeur au lycée ou au collège. Alors, cette année, j'étais professeure à l'université. Donc, mais normalement, je suis plutôt sur le collège. Et justement, mes tout premiers élèves que j'ai eus vont passer le brevet cette année. Donc, si par hasard, il y en a qui me regardent, je leur souhaite un bon courage. Ouais, on croise les doigts pour vous tous, de toute façon. Alors, une majorité de réponses B. Quelques D qui traînent par-ci, par-là. Mais sinon... c'est les B, donc l'ellipse narrative. Très bien, mais je pense qu'à la fois... Ah oui, c'est bien l'ellipse narrative. Bon, vous voyez, aujourd'hui, on a des petits soucis. On est désolé. Dans tous les cas, vous étiez dans le juste. Donc, c'est notre système qui veut gagner des millions qui est en train de nous lâcher. Mais on est bien face à de l'ellipse narrative. Donc, comme je t'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est quand on va passer sous silence quelque chose. Donc ici, il allait à l'école, 10 ans plus tard, il avait obtenu son diplôme. On ne nous parle pas des 10 ans. On ne nous dit rien du tout. Donc, on a switché une partie de la narration. Ok. Allez, on passe à la 18. Alors, quelle est la figure de style que l'on retrouve dans cette phrase? Il courait, il rejoindrait Dargolos, il se battrait, le défendrait, lui prouverait de quoi il était capable. Une citation que j'ai prise justement du brevet du Liban de 2015, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est face à de l'énumération, de l'anacolute, du calembour ou de la parataxe? De la même façon... Voilà, ici, s'il y a des termes qui sont étrangers aux élèves et plus particulièrement au troisième, pas de panique. Néanmoins, c'est accessible, je trouve, quand même à tout le monde. Ouais.
donc je ne vais pas Oui. trop en dire. Mais voilà, si vous voulez nous poser des questions sur des mots là que vous voyez et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucune honte. Non, tout à fait. Parce que je pense que dans le studio, on est plusieurs, pas moi, je ne m'inclus pas, Si, mais, mais moi, tu peux m'inclure. à pas trop savoir le sens de certaines choses. Sinon, on a pas mal de A qui Ouais, revient. à l'unanimité. Très bien, peut-être très bien, je laisse un petit... On a un D Oui. par rapport à la parataxe. Parataxe. Donc oui, on est face à de l'énumération. Donc tout à l'heure, on a eu de la gradation et je vous ai dit la gradation peut se construire et se construit le plus souvent sous une forme d'énumération. Donc c'est quand on va laisser on va faire qu'il y ait des choses qui se suivent ici assez rapidement. Pardon, j'ai eu un petit bug sur l'explication. Il courait, il rejoindrait, il se battrait, le défendrait. Donc ici, tout se suit. Et pour ceux qui sont plus avancés dans le niveau, on avait un dé qui sortait, ça peut être de la parataxe. Donc la parataxe va être l'absence de conjonction de coordination, va être le fait qu'on enchaîne aussi des choses. Donc ici, les deux fonctionnaient, mais pour tout ce qui est brevet, on sera plus face à de l'énumération. Parfait. Allez, on passe à du coup l'avant-dernière question, la 19. Quelle est la figure de style équivalent au flash forward? Donc on en a parlé tout à l'heure. Le flashback qui est un retour dans le passé, le flash forward qui est plutôt une anticipation dans le futur. Donc est-ce qu'on est du côté analepse, prolepse, ellipse ou cela n'existe pas en littérature tout simplement? On a déjà parlé de l'analepse, de la prolepse, de l'ellipse. Concernant ce qui n'existe pas, je vous laisse voir. Alors, est-ce que... Alors, c'est quoi l'anacolute et le calembour? Alors, l'anacolute va être une rupture de construction grammaticale. On en a un extrait assez connu, je pense, de chez Pascal, qui est Cléopâtre, si elle eût eu un autre nez, la face de l'histoire eût été différente. Quelque chose comme ça, à vérifier. Okay. Donc, en fait, on commence avec Cléopâtre, qu'on pense qu'il va être le sujet d'un verbe, et ensuite, on part sur tout à fait autre chose. Si elle eut un nez différent, la face du monde aurait été différente, quelque chose comme ça. Entre le nez et la face. Ah, et ça, du coup, ça sera plutôt notre calembour, parce que le calembour, c'est un jeu de mots, ça va surtout jouer sur l'homophonie, des fois, etc. Très bon exemple, du coup. Oui, bien joué. Oui, c'est toi qui l'as trouvé. Oui, mais c'est toi qui as fait un petit lien entre ça. Allez, une grosse majorité de réponse B, à savoir le prolepse. La prolepse, donc qui est le contraire de l'analepse, en effet, c'est un peu facile quand on en retient une, de retenir l'autre. L'analepse va aller dans le retour en arrière et la prolepse dans le futur. Ok, allez, on passe à la toute dernière question. Non, c'est fini? Ah bon, c'est fini. Mais c'est ce qu'on disait avant le live, on disait est-ce qu'il y en a une 20e ou pas? Oui, parce que moi, ça s'arrêtait à 19, mais je pensais qu'on en avait un, autant pour moi. Ça, c'est pas grave, c'est moins long. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Encore désolé pour le petit bug technique qu'on a eu. On va essayer de redresser ça au mieux, histoire qu'on s'apprête pour la dictée de mardi. Donc, on se retrouve mardi avec Maureen. On va ensemble tous faire une dictée et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Il faut le prendre comme un jeu, en fait. Oui. Donc, de toute façon, on vous souhaite une belle soirée sur DigiSchool, soit de révision, soit de divertissement. Et n'hésitez pas à nous regarder en replay. On vous a affiché de ce côté-là toute la liste de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Vous serez au courant des actus de DigiSchool, mais aussi du brevet et du bac en premier. Et on vous souhaite une belle soirée. On vous dit à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.